Chaque dimanche soir, Ed Sullivan accueillait des millions de personnes avec un sourire, mais en 1955, quelque chose a brisé cette image calme. Un jeune musicien a apporté une petite modification à une chanson lors d'une représentation en direct, et Sullivan a craqué. Sa réaction fut explosive. Devant des témoins stupéfaits, il a lancé une insulte raciale si ignoble qu'elle a laissé la salle silencieuse, et a terni à jamais la réputation qu'il avait mis des années à se forger. La confrontation a failli devenir violente. Le personnel a dû séparer physiquement les deux hommes. Pendant des décennies, ce moment a été enterré, passé sous silence. Le musicien a été banni à vie de l'émission, mais son acte de défi en direct à la télévision a changé à jamais le cours du rock'n'roll. L'histoire d'Ed Sullivan commence le 28 septembre 1901 à Harlem dans l'État de New York. Il est né jumeau, mais la tragédie l'a frappé très tôt. Son frère Daniel, fragile depuis sa naissance, est mort quelques mois plus tard. Ed grandit en tant que jumeau survivant l'ombre de la perte, le suivant tout au long de son enfance. Dès son plus jeune âge, il y avait une tristesse silencieuse derrière ses yeux. Ses parents Peter et Elizabeth étaient des immigrés irlandais à la tête d'une famille nombreuse. Ed était le troisième de 8 enfants, mais seuls 5 d'entre eux ont survécu à l'enfance. Leur maison était remplie de bruit et de deuil. Puis, alors qu'Ed n'a que 5 ans, un nouveau coup dur, survient, sa petite sœur meurt. Le chagrin est trop lourd à porter pour Elizabeth. Désireuse de prendre un nouveau départ, elle a déménagé la famille de Harlem à la ville plus calme de Portchester, dans l'espoir d'échapper au chagrin d'amour qu'ils avaient enduré. Portchester était plus calme et plus paisible. Les parents d'Ed espéraient que ce changement les aiderait à guérir, mais les pertes ne l'ont jamais vraiment quitté. Dès son plus jeune âge, Ed a appris à vivre avec la tristesse. Malgré cela, Ed a survécu, et les gens l'ont souvent appelé l'enfant miracle. Né dans un quartier où vivaient côte à côte des familles irlandaises et juives, il a grandi entouré de cultures et de musiques différentes. Les voitures ont commencé à remplacer les calèches, et Ed s'est imprégné de tout cela. Bien qu'il soit l'un des 8 enfants, seuls 5 d'entre eux ont survécu à l'enfance. Chaque jour lui rappelle que la vie est fragile. Ses parents l'ont serré contre eux, en particulier sa mère. Pour eux, il était leur miracle. Dans la maison, le chagrin n'était jamais loin, mais la musique aidait. Les pièces, avec du son, la musique était leur moyen de survie. C'est une habitude qui restera à jamais gravée dans la mémoire d'Ed. Même des années plus tard, alors qu'il est devenu un célèbre animateur de télévision, il se souvient de ses premiers jours et de la façon dont une chanson peut rendre les choses difficiles plus légères. En grandissant, Ed a également commencé à manifester son besoin de contrôle. Au lycée, il est une star de l'athlétisme. Entre 1916 et 1919, il a obtenu 12 lettres d'athlétisme. Sur le terrain de football, c'était un demi-arrière robuste. Sur le terrain de basket, un gardien rapide. Sur la piste d'athlétisme, un sprinter rapide. Mais c'est au baseball qu'il s'est véritablement illustré en tant que receveur et capitaine. Ces sports l'ont façonné. Ils ont renforcé sa discipline et lui ont montré comment diriger. Et il aimait diriger. Ed était le capitaine de l'équipe de baseball, indiquant à ses coéquipiers où se tenir et comment jouer. Les championnats ont suivi tout comme sa réputation. Ce rôle lui a donné un sentiment d'autorité, un élément qui comptera encore plus dans sa carrière. À 17 ans, lorsque les États-Unis sont entrés dans la Première Guerre mondiale, Ed s'est enfui à Chicago pour tenter de s'enrôler dans la marine. Mais il était trop jeune et n'avait pas de papier, alors ils l'ont renvoyé chez lui. Cette tentative ratée a montré son audace. Elle l'a également poussé à emprunter une autre voie. À ce moment-là, Ed a également découvert l'écriture. À l'école, il rédige des chroniques sportives et édite le journal de l'école. Juste après avoir obtenu son diplôme, le Portchester Daily Item l'a embauché. Il était payé $1 par article et Ed adorait ce travail. C'est le début de sa carrière de journaliste qui le mènera au Hartford Post, au New York Evening Mail, à l'Associated Press et finalement au New York Evening Graphic.
Le sport et l'écriture ont toujours été ses passions, et ils l'ont préparé à une scène beaucoup plus importante. Le sport a également enseigné à Ed ce qu'est l'équité. En grandissant, il a joué aux côtés d'athlètes noirs sans trop y penser. Cela lui semblait naturel. Lorsqu'il se rendait dans le Connecticut pour assister à des matchs et qu'il rencontrait des équipes composées de joueurs noirs, il ne trouvait pas cela étrange. Cette croyance en l'égalité ne l'a jamais quitté. Plus tard, lorsqu'il a eu sa propre émission de télévision, Ed Sullivan a donné une tribune aux artistes noirs, même si d'autres animateurs ne le faisaient pas. Ed Sullivan pensait que son passage au Hartford Post en 1919 serait un grand saut dans sa carrière. Venant du Port Chester Daily Item, il espérait de nouvelles opportunités dans un journal plus important, mais ce plan s'est effondré presque immédiatement. Dès sa première semaine de travail, le Hartford Post a fermé ses portes, le laissant sans emploi, avant même qu'il n'ait eu le temps de s'installer. C'était un revers étrange et malchanceux, d'autant plus que les journaux étaient florissants à l'époque. Il est rare qu'un journal ferme ses portes au bout de quelques jours. Sullivan doit alors se remettre à la recherche d'un emploi réalisant à quel point le monde de la presse peut être imprévisible. Cela ne le ralentit pas pour autant. Au contraire, cela l'a rendu plus déterminé à continuer. Cette leçon rapide et douloureuse a très tôt façonné son dynamisme et sa résilience. Lorsque le Hartford Post a fait faillite, Sullivan a réussi à se relever et à rejoindre le New York Evening Mail en tant que journaliste sportif, mais en 1923, ce journal a également fermé ses portes. C'est le début d'une période difficile au cours de laquelle il passe d'un journal en difficulté à un autre. De 1923 à 1927, il passe de l'Associated Press au Philadelphia Bulletin, au Morning World, au Morning Telegraph, au New York Bulletin et au Leader. Chaque fois qu'un journal fait faillite, il doit chercher un nouveau poste. C'était un cycle difficile, et la plupart des gens auraient abandonné. Sullivan a tout simplement refusé d'abandonner. Chaque emploi est devenu une occasion d'améliorer ses compétences et de développer son réseau. Bien qu'épuisante et incertaine, cette expérience témoigne de sa véritable passion pour le journalisme. Les années passées à l'Associated Press ont été particulièrement importantes. L'AP était l'une des organisations de presse les plus respectées au monde. Même si Sullivan continue à travailler en freelance pour d'autres journaux comme le Philadelphia Bulletin et le Morning Telegraph, son travail à l'AP lui permet d'obtenir des reportages nationaux et des missions plus sérieuses. Cette période dura jusqu'en 1927 et Sullivan a appris à faire des reportages sur tous les sujets des sports aux dernières nouvelles. Même en changeant constamment d'emploi, il s'est forgé une solide réputation de personne capable de s'adapter et de fournir des reportages de qualité. Lorsqu'il quitte l'AP, il a déjà fait ses preuves en tant que reporter compétent. La même année, Sullivan franchit une nouvelle étape importante. En 1927, il rejoint le New York Evening Graphic en tant que rédacteur sportif. Le graphique était bruyant et tape à l'œil avec une réputation d'histoires audacieuses et souvent scandaleuses. Sullivan s'y est épanoui et a rapidement gravi les échelons. Il devient bientôt rédacteur en chef des sports, ce qui constitue son premier poste de direction stable. C'est également au graphique qu'il rencontre Walter Winchell, l'un des plus célèbres chroniqueurs de potins de l'époque. Lorsque Winchell est parti pour le Daily Mirror en 1929, Sullivan est devenu le chroniqueur de Broadway du graphique. Cette rubrique l'introduit dans le monde du spectacle et lui donne une nouvelle forme d'influence. Le graphique a fermé ses portes en 1932, mais à ce moment-là, Sullivan était déjà un nom connu. En 1932, il devient le chroniqueur de Broadway pour le New York Daily News. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à rédiger sa célèbre chronique Little Old New York. Pendant 42 ans jusqu'en 1974, les lecteurs l'ont consulté tous les jours. Sullivan écrivait sur les spectacles de Broadway, les acteurs célèbres et les vies secrètes des plus grandes stars de la ville. Les gens aimaient sa voix parce qu'elle était juste tranchante et toujours dans le feu de l'action. Une simple mention de Sullivan pouvait rendre quelqu'un célèbre du jour au lendemain.
Sa rubrique était également syndiquée, de sorte que les lecteurs en dehors de New York pouvaient suivre les événements. Année après année, Sullivan s'adapte à chaque nouveau rebondissement dans le monde du spectacle. C'est ce qui lui a permis de rester au sommet. Sullivan était aussi un découvreur de talent. Little Old New York était bien plus qu'un simple potin. C'est là que les nouveaux acteurs et artistes se font connaître. Sullivan savait reconnaître les talents avant tout le monde. Un mot gentil dans sa rubrique pouvait relancer une carrière. En revanche, s'il n'aimait pas quelqu'un, une remarque rapide pouvait ruiner une réputation. Les acteurs et les producteurs consultaient sa rubrique tous les matins, car ils savaient qu'une seule ligne pouvait décider de l'avenir de leur émission. Sullivan ne se contentait pas de rapporter les nouvelles, il la façonnait. En dehors des bureaux du journal, on pouvait le voir à toutes les grandes fêtes et aux inaugurations de théâtre. Partout où il se passait quelque chose, Sullivan était là. Mais la vie nocturne de New York est aussi un champ de bataille. Sullivan s'installe au célèbre El Morocco Club. C'est devenu son quartier général officieux. De l'autre côté de la ville, son rival Walter Winchell tenait sa cour au Stork Club. Les deux hommes se battent pour attirer l'attention dans ces lieux glamour où les stars de cinéma et les hommes politiques passent leur nuit. Tous les visages célèbres qui franchissaient les portes de l'établissement participaient au concours. Le Stork Club de Winchell était célèbre pour sa politique stricte en matière de portes et pour son public exclusif. Le El Morocco de Sullivan était célèbre pour son glamour et sa puissance. À eux deux, ces chroniqueurs régnaient sur la vie nocturne de New York et tout le monde ressentait leur rivalité. C'est devenu l'une des histoires les plus médiatisées de la ville. Être vu dans l'un ou l'autre club pouvait faire ou défaire une réputation. Et Sullivan ne se contentait pas d'écrire. Comme Winchell, il décide de conquérir Radio 2. En 1932, il lance sa première émission de radio, le Ed Sullivan Show, sur CBS. Cette émission lui apporte de nouveaux auditeurs et des invités de renom, comme Jack Benny et George M. Cohen. Sullivan continue sur sa lancée animant Ed Sullivan Variety. En 1941, Ed Sullivan Entertains de 1943 à 1944 et Ed Sullivan's Pipelines en 1946. Chaque émission fait entrer son nom dans un plus grand nombre de foyers. La radio lui convenait parfaitement. Elle lui offrait un public plus large et un moyen plus rapide de partager les potins du monde du spectacle. Les gens commencent à lui faire confiance en reconnaissant sa voix. La radio a prouvé qu'il pouvait faire plus qu'écrire. En 1948, CBS décide de prendre un grand risque. Ils engagent Ed Sullivan pour animer leur nouvelle émission de variété du dimanche soir, Toast of the Town. Sullivan était un chroniqueur de journal sans expérience télévisuelle. Marlo Lewis, l'un des producteurs de CBS, pense que le style simple de Sullivan pourrait fonctionner. Sullivan n'était pas sûr. Tout ce qu'ils promettent de faire, je l'ai déjà fait, plaisante-t-il. Le premier épisode a été diffusé le 20 juin 1948 avec un budget minuscule de 175 $. Même Dean Martin et Jerry Lewis n'étaient payés que 200 $ pour apparaître. Les sponsors ont peur. Les dirigeants craignent qu'il ne soit pas assez voyant, mais le patron de CBS, William Paley, croit en lui. Sullivan s'est battu pour obtenir les meilleurs invités et a fait de l'émission un succès qui a duré plus de 20 ans. Ce succès ne s'est pas fait sans mal. Les critiques le détestaient. Ils trouvaient que son débit en bois était affreux. Harriet Van Horn a écrit qu'il n'avait aucune personnalité. D'autres critiques ont dit qu'il était raide maladroit et sans espoir. Sullivan le prend personnellement. Une fois, il a même écrit à Van Horn une petite lettre désobligeante. Mais les gens à la maison continuaient à regarder. Même Alan King a plaisanté en disant que Sullivan ne faisait rien, mais qu'il le faisait mieux que quiconque. Sullivan a appris à se laisser faire. Il laissait les humoristes se faire passer pour lui. Cela l'a rendu plus populaire. Le public a apprécié qu'il puisse rire de lui-même. Même si les critiques ricanent, les téléspectateurs reviennent. Le style étrange de Sullivan est devenu une partie de l'identité de l'émission. Devant la caméra, il avait l'air tendu. Ses épaules étaient toujours voûtées.
Sa voix était nasillarde. Certains pensaient qu'il souffrait de la paralysie de Bell. Le magazine Time a comparé son sourire à celui de quelqu'un qui suce un citron, mais il n'y a rien qui cloche chez lui. De nombreuses personnes lui écrivent pour louer son courage. Des comédiens ont copié ses mouvements en bois. Cela a contribué à le rendre célèbre. Sullivan n'a jamais combattu cette image. En fait, il l'a adoptée. Cette honnêteté et cet humour ont fait de lui l'une des figures les plus appréciées du monde du spectacle. En 1953, l'émission a déménagé dans un nouveau lieu, le CBS Studio 50, au 1697 Broadway. Il s'agissait d'un ancien théâtre construit en 1927. L'intérieur était grandiose avec un plafond gothique et des vitraux. L'installation des caméras et du matériel à l'intérieur a demandé beaucoup de travail. Même le métro voisin a dû être protégé pour éviter les interférences. Sullivan adorait ce théâtre. En 1967, pour fêter ses 20 ans d'existence, CBS l'a rebaptisé Ed Sullivan Theatre. C'était un honneur rare pour une star de la télévision. Aujourd'hui, ce théâtre est toujours debout. David Letterman et Stephen Colbert y ont élu domicile plus tard. Mais la plupart des gens se souviennent de Sullivan et des nombreuses stars qui y ont joué. Au début, les gens appelaient encore l'émission Toast of the Town. Sullivan pensait que cela ne lui donnait pas assez de crédit. Le public pensait déjà qu'il s'agissait de son émission. Le 25 septembre 1955, CBS le rebaptise Ed Sullivan Show. Pour Sullivan, c'est important. Il a prouvé qu'il était l'un des hommes les plus puissants de la télévision. Un an plus tard, il présentera Elvis Presley. Elvis a attiré 60 millions de téléspectateurs. C'est un record pour la télévision de l'époque. Le nouveau nom et l'énorme public ont cimenté la renommée de Sullivan pour toujours. Mais il n'était pas toujours facile de travailler avec Sullivan. Le 20 novembre 1955. Bo Diddley se trouvait dans les coulisses. Sullivan l'a entendu chanter Seasons, un énorme succès de Tennessee Ernie Ford. Cette chanson s'est vendue à plus d'1 million d'exemplaires en seulement 3 semaines. Sullivan a demandé à Diddley de la jouer. Diddley a accepté, pensant probablement que cela aiderait sa carrière. Mais lorsqu'il a vu des cartons de repérage indiquant Bo Diddley Seasons, il a pensé qu'il était censé faire les deux. À l'antenne, il a choisi de jouer sa propre chanson Bo Diddley à la place. Ce choix a donné lieu à l'un des moments les plus rebelles des débuts de la télévision. Diddley faisait partie d'un segment R&B. Lorsqu'il a joué son propre tube, la foule s'est déchaînée. Sullivan est furieux. L'énergie brute et le rythme célèbre de Diddley ont fait forte impression. De nombreux Américains ont entendu pour la première fois le rythme contagieux de Bo Diddley. Même si cela n'a duré que 2 minutes, cela a changé le rock'n'roll pour toujours. Lorsque les caméras se sont arrêtées, Sullivan était en colère. Il a crié sur Diddley. Selon Diddley et des témoins, Sullivan l'a même appelé le premier garçon noir à l'avoir doublé. Cette remarque raciste est choquante. Sullivan s'était déjà battu pour les artistes noirs dans le passé, mais il a révélé ici ses préjugés et son tempérament. La bagarre a été vive. Le personnel a dû les retenir. La bagarre a failli tourner au pugilat. Diddley voulait frapper Sullivan. Le manager de Diddley tente de le calmer. C'est Ed Sullivan, a prévenu le manager. Diddley s'en moque. Sullivan lui a dit qu'il ne travaillerait plus jamais à la télévision. Tu ne tiendras pas 6 mois, lui a rétorqué Sullivan. Diddley a été interdit de retour. Ed Sullivan était aimé par des millions de téléspectateurs, mais sa fille Betty a raconté une histoire bien différente. Selon elle, son père avait un tempérament notoire qui pouvait exploser pour les plus petites choses. En public, Ed était calme et charmant. En privé, il se mettait rapidement en colère. Betty se souvient d'un incident à la maison qui a commencé par un petit désaccord et qui s'est terminé par des cris et des claquements de porte de la part d'Ed. Les membres de la famille ont appris à être prudents avec lui. Ils ne savaient jamais ce qui pouvait le mettre en colère. Il ne montrait que rarement son tempérament à l'écran. Il restait caché derrière le sourire poli que tout le monde connaissait. Mais à la maison, il était bien réel.
et ceux qui l'aimaient devaient vivre avec ce côté imprévisible tous les jours. Betty a également décrit comment Ed n'était pas du tout comme son personnage public lorsque les caméras étaient éteintes. Les gens le considéraient comme amical et extraverti à cause de son émission. En réalité, il était plutôt introverti. Il aimait passer du temps seul. Après une émission, au lieu de faire la fête ou de parler avec les invités, il se cachait souvent dans sa loge. Même chez lui, il pouvait passer des heures à lire le journal ou à regarder la télévision en silence. Ce n'était pas une humeur passagère, c'était sa façon naturelle d'être. Le contraste entre l'image publique d'un hôte sociable et la réalité privée d'un homme solitaire était si fort que même les personnes qui travaillaient avec lui pensaient parfois qu'il était distant ou froid. Il y avait aussi un côté plus sombre à ses inquiétudes en pleine guerre froide. Betty a raconté qu'Ed était convaincu que son petit ami était un sympathisant communiste. Cela s'est passé à la fin des années 1950 ou au début des années 1960, à une époque où la peur du communisme était omniprésente en Amérique. Ed a interrogé Betty sur les antécédents du garçon. Il a envisagé de le bannir de la maison. Il a même demandé conseil à d'autres personnes parce qu'il pensait que sa fille était mêlée à un subversif. Il s'agissait d'un soupçon infondé sans aucune preuve. Même Ed Sullivan, qui soutenait publiquement les droits civiques et accueillait des artistes afro-américains dans son émission, ne pouvait échapper à la paranoïa de l'époque. Ed était également un homme réservé lorsqu'il s'agissait de ses émotions. Son petit-fils Rob Precht a expliqué qu'Ed montrait rarement de l'affection ou parlait de ses sentiments. Rob pensait qu'Ed s'était construit ce masque émotionnel pour cacher sa douleur. Ed avait un frère jumeau qui est mort alors qu'il était bébé et une sœur qui est décédée alors qu'elle était jeune. Ces pertes l'ont amené à faire attention à ses sentiments. Même à l'âge adulte, il gardait un visage stoïque et se retenait. Rob pensait que c'était en partie ce qui faisait qu'Ed paraissait froid aux étrangers et même à certains membres de sa famille. Mais sous cette apparence dure se cachait un homme qui ressentait plus de choses qu'il ne pouvait en dire. C'est ce qui a façonné son caractère et la façon dont il a géré la pression de la célébrité. Cette même tension entre l'image publique et le comportement privé se retrouve également dans ses relations avec les artistes. Le 17 septembre 1967, les Doors devaient jouer en direct dans son émission. Avant qu'ils ne montent sur scène, les producteurs leur ont dit qu'ils devaient changer les paroles de Light My Fire. Ils voulaient que le mot « higher » soit supprimé parce qu'ils pensaient qu'il faisait allusion à l'usage de drogue. Le groupe a acquiescé pendant les répétitions, disant aux producteurs ce qu'ils voulaient entendre. Mais dès qu'ils ont quitté la pièce, Jim Morrison a dit aux autres qu'il n'allait rien changer. Le reste du groupe l'a soutenu même s'il était nerveux. Le guitariste Robbie Krieger a déclaré plus tard « Je pensais qu'il plaisantait. J'ai dit « Et puis merde, faisons-le comme nous le faisons. » Ils ont décidé de ne pas céder. Ce soir-là, le spectacle était en direct. Ed les a présentés poliment comme toujours. Ils ont joué une chanson puis ont entamé « Light My Fire ». Les caméras tournaient, des millions de personnes regardaient, et au moment exact qui comptait, Morrison a chanté « Girl, we couldn't get much higher ». Le public a adoré. En coulisses, l'ambiance est tout autre. Les producteurs sont en colère. Ed Sullivan lui-même est entré dans leur loge après l'émission. Des témoins oculaires ont raconté qu'il était furieux, les injuriant et leur disant qu'ils avaient violé la confiance de l'émission et de la chaîne. Le groupe a été informé que toutes ses futures apparitions étaient annulées. Les portes n'ont pas été ébranlées. Lorsque quelqu'un leur a dit qu'il ne jouerait plus jamais dans l'émission, Jim Morrison a donné une réponse célèbre. Avec un haussement d'épaules calme et un sourire en coin, il a dit « Mais nous l'avons fait ». Cette phrase résume l'esprit du groupe. Ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient. Ils avaient été sur l'une des plus grandes plateformes d'Amérique et étaient restés fidèles à eux-mêmes. Même des décennies plus tard, ce moment est toujours présent dans les interviews, les documentaires et les films. Le 15 janvier 1967, les Rolling Stones apparaissent au Ed Sullivan Show. Ils sont prêts à chanter leur nouveau single « Let's Spend the Night Together ».
Mais les producteurs de l'émission et CBS ont estimé que le titre était trop suggestif pour la télévision familiale. Ils ont demandé au groupe de changer les paroles ou de ne pas participer à l'émission. Sous la pression, les Stones ont accepté. À la place, ils ont chanté « Let's spend some time together ». C'était une grande affaire à l'époque. La télévision américaine était stricte et ils trouvaient les paroles originales trop rebelles. Bien que les Stones aient accepté, ils n'étaient pas contents. L'incident est devenu célèbre. Il a montré la lutte entre la musique rock et la censure à la télévision. Elle a également montré le pouvoir de la télévision sur les artistes. Les stations de radio ont suivi le mouvement. Beaucoup d'entre elles ont mis le mot « night » en sourdine ou n'ont pas joué la chanson du tout. Cela a nui au succès de la chanson en Amérique. En revanche, le Royaume-Uni s'en moque. La chanson n'y a pas été censurée. Mais même à cette époque, les Stones avaient une image rebelle. Les gens les connaissaient déjà pour leur capacité à repousser les limites. Leur synchronisation labiale controversée dimanche soir au Palladium de Londres n'a fait qu'ajouter à leur réputation. Le moment Ed Sullivan est resté dans les mémoires comme l'une des plus célèbres batailles de censure de l'histoire du rock. Pendant l'émission, Mick Jagger a décidé de se faire remarquer. Chaque fois qu'il chante « Let's spend some time together », il roule les yeux vers la caméra. C'était un petit geste, mais les gens l'ont remarqué. Les roulements de paupières étaient clairs et pleins de sarcasme. C'était sa façon de dire qu'il n'était pas d'accord avec le changement. La foule l'a vu, et les producteurs aussi. Les roulements d'yeux sont devenus célèbres en tant que forme discrète de protestation. Contrairement à Jim Morrison des Doors, qui a refusé de changer ses paroles et s'est fait bannir, les Stones ont accepté de changer les paroles, mais ils n'ont pas renoncé à leur esprit. Les roulements d'yeux de Mick ont montré qu'ils pouvaient respecter les règles tout en s'en moquant. Beaucoup de gens ont pensé que c'était prévu, d'autres ont pensé que c'était simplement Mick qui était lui-même. Quoi qu'il en soit, ce fut inoubliable. Aujourd'hui, encore les gens parlent de ces quelques secondes comme d'un exemple parfait de la façon dont un groupe peut se rebeller sans enfreindre les règles. Quelques années auparavant, il y eut une autre dispute célèbre avec Ed Sullivan, le 19 octobre 1964. Le comédien Jackie Mason participe à l'émission. Le président Lyndon B. Johnson fait une annonce en direct et le spectacle de Mason est interrompu. Au retour de l'émission, Sullivan a levé 2 doigts hors écran pour dire à Mason qu'il lui restait 2 minutes. Mason a commencé à faire des blagues sur les doigts. Il n'arrêtait pas de montrer les gens du doigt en disant « Voici un doigt pour toi et un doigt pour toi ». Sullivan pensait que Mason lui faisait un geste obscène. Du point de vue de Sullivan, le pouce de Mason ressemblait à un majeur. Sullivan était furieux. Après le spectacle, il annule le contrat de Mason pour 6 apparitions. Ce contrat valait 45 $0 à l'époque, soit plus de 450 $0 d'aujourd'hui. Sullivan a déclaré à la presse que Mason était imprévisible et malade. Mason y avoir fait un doigt d'honneur à Sullivan, mais personne ne le croit. Mason a poursuivi Sullivan en justice pour diffamation, mais il a perdu. Les médias ont couvert l'histoire partout. La carrière de Mason en a pris un sérieux coup. Sullivan était puissant. Se battre avec lui signifiait perdre son travail. Mason a été exclu de la plupart des émissions de télévision. Il lui a fallu près de 20 ans pour s'en remettre. Même après que Sullivan se soit excusé et l'ait ramené dans l'émission, le nom de Mason a été endommagé. Les gens se souviennent de lui comme du comique qui s'est planté en direct à la télévision. Les producteurs pensaient qu'il était trop risqué de l'engager. Mason a été contraint de faire des petits clubs et des petits rôles. Ce n'est que des années plus tard qu'il a reconstruit sa carrière. Même à cette époque, tout le monde se souvient encore de l'incident du doigt. C'était une dure leçon sur la façon de contrarier quelqu'un comme Sullivan. Sullivan n'était pas seulement un hôte. Il était un gardien. S'opposer à lui pouvait détruire une carrière. Sullivan était également très strict quant aux personnes qui participaient à son émission. De nombreux artistes devaient suivre ses règles. Même les grands noms comme Elvis Presley devaient se filmer à partir de la taille, et Sullivan décidait souvent de ce qui était acceptable. Mais il avait aussi un côté que peu de gens attendaient. Même s'il pouvait se montrer autoritaire et sévère, il a engagé plus d'artistes noirs que la plupart des animateurs de l'époque.
À partir de 1948, Sullivan a donné aux chanteurs, danseurs et musiciens afro-américains une scène nationale. C'était à une époque où le racisme et la ségrégation étaient encore monnaie courante. Certains sponsors lui ont demandé d'arrêter de les engager. Un jour, un dirigeant de Ford lui a dit d'arrêter. Sullivan l'a expulsé du théâtre. Sullivan disait aux gens que le talent comptait plus que la bigoterie. Dans son émission, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Sammy Davis Jr., The Supremes, The Temptations et James Brown se sont tous produits. Même des leaders des droits civiques comme Coretta Scott King sont apparus. Sullivan a pris de vrais risques. Beaucoup de gens l'aimaient pour cela. D'autres pensaient qu'il avait deux visages. En coulisses, il était connu pour mettre sur liste noire les artistes qui le contrariaient, comme Bo Diddley. Mais à l'écran, il a promu les talents noirs plus que la plupart des autres. Sullivan a maintenu son émission à l'antenne pendant 23 ans. L'émission a été diffusée sur CBS du 20 juin 1948 au 6 juin 1971, soit plus de 1000 épisodes. Chaque dimanche, des millions d'Américains l'écoutaient. Sullivan leur présentait tout le monde d'Elvis Presley aux Beatles. Des vedettes de la comédie comme Richard Pryor et Carol Burnett se produisaient également. Lorsque les Beatles ont joué le 9 février 1964 environ, 73 millions de personnes ont regardé le concert. C'était un record à l'époque. Sullivan était célèbre pour son contrôle strict. Elvis n'est montré qu'à partir de la taille. Les Rolling Stones ont dû changer leurs paroles. Malgré tout, se produire sur Sullivan peut faire ou défaire une carrière. Lorsque CBS a finalement annulé l'émission en 1971, on a eu l'impression que c'était la fin d'une époque. Sullivan lui-même n'a pas vécu longtemps après cela. Sa femme Sylvia est décédée le 16 mars 1973. Ils étaient mariés depuis le 28 avril 1930 après s'être rencontrés en 1926. Ils ont d'abord gardé leur relation secrète parce qu'elle était juive et lui catholique. Ils ont même dit à sa famille que Sullivan s'appelait Ed Sullivan. Finalement, ils se sont enfuis à l'hôtel de ville en 1930 et 8 mois plus tard, ils ont eu une fille prénommée Elizabeth. Les Sullivan formaient une équipe. Sylvia donnait souvent à Ed des commentaires honnêtes après chaque spectacle. Lorsqu'elle meurt en 1973, il est dévasté. 1 an plus tard, un cancer de l'œsophage est diagnostiqué chez Sullivan. Sa famille a décidé de ne pas lui dire toute la vérité. Il pensait que cela le bouleverserait trop. Quelques semaines plus tard, Sullivan n'était plus là. Il est décédé le 13 octobre 1974 à l'âge de 73 ans et ses funérailles ont eu lieu à la cathédrale St. Patrick's Cathedral. Paul McCartney s'est souvenu plus tard l'avoir vu et avoir réalisé que Sullivan ne se souvenait pas de qui il était. Sullivan avait beaucoup changé depuis. Sa fille Betty et son petit-fils Rob ont parlé du côté contrôlant de Sullivan des années plus tard. Betty avait épousé le producteur de l'émission Bob Precht en 1952. Elle avait vu de près comment Ed gérait